Bienvenue si vous nous rejoignez, nos invités à mes côtés, nos experts, nos envoyés spéciaux que l'on va retrouver dans quelques instants. Et cette image aujourd'hui, symbole peut-être de la résistance ukrainienne, Volodymyr Zelensky à Bruxelles qui a présenté ce matin son plan pour la victoire, peut-être même un plan de la dernière chance pour tenter de mobiliser ses alliés. Certains d'ailleurs ont décidé de tendre la main à Vladimir Poutine. On en parlera dans un instant pour tenter, je dis bien tenter, de trouver une solution de paix négociée. Pour bien comprendre l'urgence qu'a Volodymyr Zelensky à remobiliser ses soutiens, on va s'arrêter sur ce qui se passe sur le terrain. Ça fait longtemps qu'on vous en a pas parlé. La situation par endroits est véritablement dramatique pour les troupes ukrainiennes qui, face au nombre et à la puissance de l'armée russe, ne peut que reculer aujourd'hui, abandonner du terrain. Merci Laura Pouget de nous avoir rejoints. Alors il y a deux fronts, on en parlera bien évidemment. À l'est, le Donbass, une situation et un face-à-face avec les troupes ukrainiennes. Et puis Laura, il y avait peut-être ce sur quoi comptait Volodymyr Zelensky pour essayer de négocier, de faire plier Vladimir Poutine. C'était l'incursion de ces hommes en territoire russe du côté de Koursk. Et là, comment ça se passe ? Pas très bien, Christophe, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez cette carte derrière moi. En bleu, les positions ukrainiennes aujourd'hui, 17 octobre, dans cette région de Koursk. Comparons maintenant avec celle du 30 août dernier, en rose sur ma carte. Eh bien, c'est très clair, la part de terrain contrôlée par l'Ukraine en Russie a diminué. Pour rappel, l'Ukraine a envahi la région de Koursk le 6 août dernier. Elle a rapidement capturé des dizaines de villages, ainsi que la petite ville de Soudja, ici sur ma carte. Au départ, les forces russes ont réagi mollement et ce n'est qu'à la mi-septembre qu'elles ont lancé une première contre-attaque pour tenter de récupérer leur territoire. Puis autour du 10 octobre, la semaine dernière, une deuxième contre-attaque. Résultat, selon le Grand Continent, média spécialisé en politique internationale, les Ukrainiens ne contrôleraient plus que 658 km² de cette oblast de Koursk, soit moitié moins que le pic de 1320 km² qu'ils avaient atteint autour du 23 août. Une situation qui fait douter sur les objectifs de l'opération, douter les experts, mais aussi les soldats sur le terrain. Écoutez, je ne comprends pas quel est le plan suivant, a reconnu auprès de nos confrères de l'AFP, Sergueï, un militaire qui participe pourtant à l'opération. Merci beaucoup Laura. Vous allez voir dans quelques instants des images impressionnantes de ce qui se passe sur le front de l'Est, dans le Donbass, la fameuse tactique russe qui consiste à absolument tout raser pour essayer de gagner un peu de territoire et notamment des villes. Est-ce un échec pour Volodymyr Zelensky ? Il est parti en Russie, il n'avait pas prévenu ses alliés, il pensait pouvoir négocier. Et visiblement, aujourd'hui, il n'est plus capable de tenir les positions. Je pense que pour l'instant, c'est difficile à dire. Il faut se rappeler que lorsqu'ils ont fait cette incursion à Koursk, ils ont surpris tout le monde. Et ils ont surpris même certainement la population ukrainienne elle-même qui ne s'attendait pas à ce coup d'éclat. Après, il a été dit dans les mois suivants et dans les semaines suivantes qu'il y aurait d'autres coups d'éclat. Donc peut-être qu'il y aura d'autres coups d'éclat. Je pense que les Ukrainiens aujourd'hui sont capables de tout. Après, Vous pensez que ce discours est encore d'actualité, honnêtement ? Parce que là, il y a quand même une sacrée déconvenue, une sacrée défaite. On sait que les Ukrainiens manquent d'armes et de munitions. Donc c'est pas avec des coups d'éclat qu'on gagne la guerre. Non, c'est pas avec des coups d'éclat qu'on gagne la guerre, mais cette hypothèse était de dire aujourd'hui on va faire une démonstration. Un, on est capable de rentrer sur le territoire russe. Deux, de se maintenir avec très peu d'hommes et une petite infrastructure. Mais c'est vrai que la question c'était... Ça, c'est un échec. Je ne sais pas si c'est un échec parce qu'ils sont encore sur place, ils ont gagné... non, là ils n'ont plus gagné, ils ont perdu. Non, mais je veux dire, ils ont quand même conquis 658 km² de territoire. Sur les 1300. Non, ils essayent de préserver, il faut le voir à l'envers. Ils essayent de préserver, c'est pas l'actuelle situation sur le terrain est somme toute compliquée. Je lis un certain nombre de rapports, enfin comme tout le monde. Voilà, les positions que voulait tenir et que devait tenir Volodymyr Zelensky pour essayer de, je ne sais pas si c'est faire plier, mais en tout cas d'arriver, pas égal à égal, mais avec Vladimir Poutine. En tout cas, j'ai un bout de votre territoire, rendez le mien, ce qui était légitime, ça marche plus. Donc, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils n'auraient pas fait un échange parce qu'ils avaient pris 1300 km
de territoire en Russie vis-à-vis de la Russie. L'idée, c'était pas ça. L'idée première, c'était de démontrer à la Russie qu'ils étaient capables de venir sur le territoire russe et de maintenir un certain nombre de positions. Moi, je ne crois pas du tout à cette idée de dire j'ai Kourtz d'un côté, puis vous allez me libérer une partie du Donbass, puis on va faire... Volodymyr Zelensky l'a dit. Alors moi, je veux bien qu'il ait menti, mais on l'a entendu, on l'a diffusé... En réalité, moi j'ai souvenir d'une conversation avec un haut fonctionnaire proche de la présidence de Zelensky qui m'expliquait qu'en fait, ils avaient une très grande conscience du fait que sur le terrain, la bataille était totalement asymétrique, que c'était impossible de gagner. Et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs mois, c'est-à-dire ce grignotage. Il n'y a pas d'effondrement, mais c'est ce grignotage qui va... inévitablement. Donc l'objectif, il nous disait, c'était que ces coups asymétriques, que ça soit en mer Noire, que ça soit les frappes en Russie, que ça soit l'opération de Koursk, c'est pas des game changers. C'est pas quelque chose qui fait basculer la situation, mais c'est un moyen de garder la main, de garder la pression en vue d'être fort à la table des négociations, mais aussi de convaincre les alliés de continuer à offrir une aide. Et aussi, ce qui manque dans toute cette stratégie, c'est l'accord des Occidentaux pour pouvoir frapper en profondeur. C'est ça que Zelensky n'a pas obtenu et c'est sans doute un des arguments qui aurait permis à Volodymyr Zelensky d'arriver en position de force. Il ne l'a pas. Le terrain, ça se passe pas bien. On voit à Koursk le territoire réduit par 2 et on comprend. Les Ukrainiens manquent d'hommes sur le terrain. Alors même les soldats, moi j'étais dans l'Est. Et les Russes sont chez eux, donc les circuits d'approvisionnement sont courts. Enfin voilà, c'est une réalité de la guerre. Ils ne pouvaient pas tenir, ou alors il aurait fallu qu'on leur donne plus d'armes et de matériel, et peut-être aussi que les Américains donnent le fameux go pour pouvoir frapper les cibles militaires russes en Russie. Absolument, et c'est déjà compliqué de tenir le territoire qu'on connaît sur le terrain. On sait qu'il manque d'hommes, les Ukrainiens. Alors, quand on discutait avec les soldats dans l'Est, ils disaient, mais nous, on comprend l'opération de course, on dit que si ça sert à quelque chose, alors tant pis si c'est dur de notre côté, pourvu que ça fonctionne. Et là, on se rend compte que c'est compliqué. Parce que l'idée, c'était Koursk pour que les Russes emmènent des troupes. Pour faire diversion, pour défendre leur territoire, pour soulager la pression qu'il y avait dans l'Est. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas fonctionné. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Poutine a abandonné ses habitants de Sonja et des villages envahis à leur sort. Il ne s'est pas précipité pour libérer Koursk. Mais il y avait le deuxième but de cette incursion, c'est de montrer les lignes rouges, que les lignes rouges sont dépassées et rien ne se passe finalement de la part de Poutine, le fameux chantage nucléaire. Je me rappelle qu'il y avait Lavrov qui avait dit, le ministre des Affaires étrangères russe, qui avait dit récemment les lignes rouges, c'était juste une façon de parler. Un aveu comme ça, de sa part, ça vaut quand même cher. Et c'est pas la première incursion des Ukrainiens. Il y avait aussi quelque chose de similaire à Belgorod en 2023. Oui, alors c'était ces fameux partisans. Là, il s'agissait de l'armée sous votre contrôle, de l'armée régulière ukrainienne. C'est différent. Oui, mais c'est les partisans sont des Russes anti-Kremlin. Oui, mais c'est le secret soutenu un peu militairement par Israël, bien évidemment. Mais on n'était pas du tout dans la même symbolique. Là, c'était l'Ukraine qui envahissait la Russie. Oui, c'était beaucoup plus symbolique. Mais au début, je me rappelle, on croyait que ça allait durer 3 jours, cette République populaire de Koursk, entre guillemets. Et finalement, ça dure depuis longtemps et c'est toujours pas libéré complètement par les Russes. Aujourd'hui, mais est-ce que Poutine veut vraiment pour le moment encore libérer ? Parce qu'on a l'impression que quand il veut quelque chose, il peut. En tout cas, les propagandistes pro-Kremlin, ce matin, ils disent que les Ukrainiens se sont ressaisis à Koursk et qu'ils ont stoppé la contre-offensive russe. Alors, il y a un endroit, un autre territoire, vous le connaissez bien évidemment, on va aller dans le Donbass. C'est là où les Russes sont à l'offensive. C'est une promesse, quelque part, qu'a fait Poutine à son peuple en disant « je récupérerai ces territoires ». Alors, pour illustrer en fait la technique des Russes pour essayer de conquérir les villes et les villages. Regardez ces images qui vont suivre, c'est une séquence. On est à Toretsk. En 2022, la population de cette ville était de 30 000 habitants. Regardez.
Hélène Bonnet, c'est un territoire que vous connaissez bien. Parfois, il y a des images qui se passent de commentaires quand Moscou dit « on a réussi à conquérir une ville ou un village, voilà ce qu'il en reste. 30 000 habitants avant la guerre, en 2022. » Exactement, on voit sur ces images ce qu'on a vu à Bakhmout, ce qu'on a vu à Avdiivka, c'est-à-dire que pour conquérir ces villes, la Russie engage une telle puissance de feu, n'hésite pas de toute façon à tout raser. C'est ce qui s'est passé à Toretsk. Alors moi j'y étais il y a quelques mois, la ville n'était pas du tout dans cet état-là. Les combats même étaient assez faibles par rapport à d'autres lieux du front, notamment à Tchassiviar à ce moment-là. Les soldats à l'époque que j'avais rencontrés m'avaient dit pour l'instant chez nous, c'est calme. Mais vous allez voir, si ça ne passe pas, si les Russes ne passent pas, n'avancent pas du côté de Tchassiviar, ils vont pousser de notre côté. C'était assez prémonitoire, effectivement. Et ce que nous disent, et ce que l'on voit aussi sur les cartes, c'est que, et c'est le cas aussi vers Pokrovsk, c'est que dès que les Ukrainiens parviennent à créer un verrou quelque part, les Russes poussent à un autre endroit. Et ils grignotent du terrain, quoi qu'il arrive. C'est ça le problème, Michel, c'est que vous avez des Ukrainiens, alors on parlera du problème de recrutement, on parlera dans un instant de la contestation qui commence à naître en Ukraine pour essayer de comprendre le pourquoi de cette guerre, mais quand on voit ces images, quand vous avez un pays qui est capable de masser autant d'hommes, autant de puissance d'artillerie, de drones, de missiles, pour faire ça d'une ville et avancer à ce prix, c'est compliqué. On peut comprendre pourquoi sur ce front, les Russes continuent d'avancer. Non, mais on peut comprendre sur ce front que les Russes continuent un grignotage, parce que malgré tout, c'est pas des avancées sur des kilomètres et des centaines de kilomètres, ça reste du grignotage. Et ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit depuis février 2022. C'est-à-dire, c'est l'anéantissement des territoires conquis systématiquement, qui deviennent exempts, plus de population et qui sont entièrement annihilés. Ça, c'est la politique russe à partir du moment où ils ont conquis une partie ou toute partie d'un territoire. Maintenant, de l'autre côté, ce que l'on voit malgré tout, c'est que vous avez évoqué Kursk tout à l'heure, il y a Pokrovsk, il y a ce qu'on voit là. Moi, ce que je vois depuis 2 ans, en fin de compte, au fil des semaines et des mois, c'est que quelque part, ce conflit reste sur 1200 kilomètres d'étalement, que bien sûr les Russes avancent petit à petit, que c'est toujours la même pratique, c'est l'anéantissement et l'annihilation de tous les territoires qu'ils conquièrent, mais pour autant, il n'y a pas d'un côté un gain russe et une perte ukrainienne ou vice-versa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours sur 2 belligérants qui se font face et qui ne renoncent pas. Et que cette non-renonciation fait qu'on aura beau, parler des pertes de terrain d'un côté ou de l'autre, aujourd'hui, il n'y a pas de renonciation, donc la guerre continue. Alors, le problème, avec tous ces désastres. Le problème, justement, on va en parler de ces désastres, parce que pour tenir ses positions face aux Russes, si le prix de la mort à Moscou n'est certainement pas le même qu'à Kiev, vous allez voir quand même que les Ukrainiens perdent beaucoup d'hommes, bien évidemment, énormément, et c'est un problème, et qu'il manque, on sait, des armes, des munitions, mais qu'aujourd'hui la population a quelque chose à dire à son gouvernement, à Volodymyr Zelensky. Arrêtez le mensonge. Regardez, c'était hier à Kiev, ces images, et vous allez entendre ces mères, ces sœurs de soldats qui disent qu'aujourd'hui on les trompe et peut-être que cette guerre a trop duré. Écoutons-les. L'absence de responsabilité et d'action de la part de notre gouvernement m'a amené ici aujourd'hui. Nous voulons qu'ils nous entendent et que notre président s'intéresse à ce problème. Je pense que c'est dû en partie à la bureaucratie, mais surtout au fait qu'ils essayent de dissimuler les pertes réelles. Tout d'abord, ils cachent le nombre de prisonniers. 3 groupes d'évacuation ont été envoyés, 2 ne sont jamais revenus et 1 n'a même pas atteint le point d'évacuation. C'est vraiment triste. Voilà, ça, c'est quelque chose auquel Volodymyr Zelensky doit faire face. 3 ans. 3 ans de guerre, 3 ans de souffrance. Une famille sur 2 qui, aujourd'hui, vit cette guerre parce qu'elle a un parent, un proche, une connaissance qui revient, s'il revient, traumatisé du front. Mais alors, tout ça, en réalité, c'est pas nouveau. Les Ukrainiens pouvaient le mesurer. Il n'y a qu'à regarder les cimetières en Ukraine pour voir qu'effectivement, il est
pertes, elles sont importantes. Ce qui est intéressant, c'est que ces images, on les a peu vues jusqu'à maintenant. Ces manifestations de mécontentement, ces Ukrainiens qui disent on nous cache les chiffres, parce qu'effectivement, l'Ukraine ne communique pas sur ses pertes. Alors, il y a l'idée de préserver le moral quand même de la population, et puis effectivement, c'est compliqué de communiquer là-dessus pour aussi garder le moral des soldats. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est ni sur les chiffres des prisonniers. Ni sur les chiffres des prisonniers, même si la Russie a été récemment d'ailleurs accusée d'abattre les prisonniers ukrainiens, de ne pas faire. Alors ça aussi, bien évidemment, c'est une polémique de plus. Absolument. Après, il y a eu aussi beaucoup d'échanges de prisonniers quand même. On y a assisté par le passé, donc il y a des prisonniers qui reviennent. Après, sur la quantité d'hommes qui sont encore retenus, ça, pareil, c'est un chiffre qui est compliqué. Mais c'est vrai que ces images, elles sont intéressantes parce qu'on ne les avait pas vues pour l'instant, cette colère qui s'exprime publiquement. Après, c'est une petite partie de la population à Kiev. Ça ne reflète pas forcément tout le pays. De toute façon, les Ukrainiens n'ont pas vraiment le choix, même s'ils sont mécontents de leur gouvernement. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection prévue. Et il faut dire quand même quelque chose sur les pertes sur le terrain. Quand on discute avec les soldats, ils nous disent, enfin en tout cas moi les derniers que j'ai rencontrés, que leurs chefs sont quand même vigilants. Quand les Russes avancent, les Ukrainiens se retirent. Il n'y a pas on ne laisse pas les hommes sur place, tout simplement parce que l'Ukraine ne peut pas se le permettre. Elle n'a pas assez d'hommes. Et parce qu'il y a des choix par le passé stratégiques qui ont été coûteux. Désastreux. Alors il y a des débats, notamment sur Avdiivka. Fallait-il laisser les hommes ou pas continuer de se battre jusqu'au bout? Ça fait débat, y compris au sein de la population, y compris chez les soldats. Mais on se souvient que le chef d'état-major des armées était en divergence à ce moment-là avec Zelensky. Oui, absolument. Donc ça ne fait pas consensus. Hein, mais j'ai déjà entendu des civils dire mais on aurait dû laisser nos soldats jusqu'au bout pour gagner du temps. Donc vraiment le débat il existe. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça devient visible. Alors il y a autre chose qui devient visible, ces images sont très rares, encore une fois, on va vous les diffuser. Et ça aussi, le pouvoir ukrainien doit faire face. Ces images, ces arrestations de jeunes hommes par la police, l'armée, parfois dans des bars, parfois dans des concerts, tout simplement venus vérifier leur situation militaire et les envoyer combattre s'ils sont en âge. Regardez ces images, c'était il y a quelques jours dans une ville d'Ukraine, et puis il y a d'autres images qui vont arriver et qui se sont passées et déroulées parce qu'il y a des réactions du côté de Kiev. Отпустите мужика, вы что, ебанутый нахуй? C'est ça aussi la vie en Ukraine, c'est ça aussi les difficultés auxquelles sont confrontés. On va en discuter parce que j'ai autre chose aussi à vous donner, une pression supplémentaire des Américains, notamment sur ces jeunes militaires. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir ces images et pourtant elles existent. Hélène, elles sont rares. Oui, alors on en avait déjà vu en réalité, hein, des jeunes qui se font arrêter dans la rue, je me rappelle il y a 1 ou 2 ans, donc c'est pas totalement nouveau. Après c'est pas une règle générale, hein. On n'assiste pas à ce genre de scène régulièrement en Ukraine, mais c'est vrai que notamment chez les jeunes, il y a une vraie question sur la mobilisation, il y a beaucoup de gens qui disent il faudrait laisser le choix aux jeunes, ne pas les forcer. Il n'y aura personne pour les combattre alors ? Alors c'est le risque, parce que tous ceux qui étaient volontaires se sont engagés dès le début. Alors il y en a encore quelques-uns. Il y a aussi ceux qui réfléchissent en se disant, puisque je ne pourrai sans doute pas y échapper, peut-être que je vais finir par y aller par moi-même pour me laisser le choix de la brigade, du lieu où je peux aller combattre et de la manière. C'est vrai qu'on a plus de choix quand on est volontaire que quand on est mobilisé de force, mais effectivement ça dit tout le drame qui est en train de vivre la société ukrainienne, qui ne veut pas forcer ni sacrifier sa jeune génération, mais en même temps il y a une réalité, le manque d'hommes, et les autorités réagissent aussi à ça. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Dans ce contexte, il y a un communiqué du chef de cabinet de la présidence ukrainienne. Vous allez le découvrir. Et il reconnaît que des responsables politiques américains des deux camps, démocrates et républicains. Notamment, ça s'est passé quand Zelensky est allé, vous vous souvenez, présenter son plan, son fameux plan à Washington. Eh bien,
Ils font pression sur Zelensky pour qu'il leur explique pourquoi il ne mobilise pas les hommes âgés de 18 à 25 ans, comme l'Amérique, je cite, l'a fait lors de la guerre du Vietnam. C'est ça le problème aussi de Volodymyr Zelensky. Il n'a jamais voulu mobiliser. L'Ukraine est divisée en deux, ceux qui combattent et ceux qui sont à l'arrière. Et ce pays ne pourra jamais gagner si jamais les gens ne sont pas mobilisés, même si, oui, c'est une guerre et personne, et c'est compréhensible, n'a envie d'aller se faire tuer. Tout à fait. Mais qui va y aller à la place de l'Ukraine? C'est ce que disent les Américains. Et je crois que depuis le début, moi je dis que la grande comparaison qu'il y a des différents conflits aujourd'hui auxquels on est confronté à analyser, c'est que la différence entre l'Ukraine et Israël, c'est que l'Ukraine n'est pas une nation en armes. C'est que l'Ukraine a subi la guerre et que ce qui faisait, je dirais, la force de l'Ukraine, au moins au début de ce conflit, c'est que, d'une part, les hommes qui étaient envoyés au front étaient relativement âgés, ils avaient 43 ans minimum, alors que dans toutes les guerres aujourd'hui, on voit même en Israël, ils ont 20 ans. Donc il faut subir ce genre de choses pour le comprendre. Ça fait 2 ans et demi. Ce qui est terrible à vivre pour la population israélienne, pas pour toutes les populations bien évidemment, mais c'est aussi un traumatisme quand vous voyez des gamins de 18 ou 20 ans se faire descendre. Non, mais personne n'est prêt à ça. À la seule différence, c'est qu'il y a une culture du fait de servir son pays. En Israël... que l'on n'a pas en Ukraine. Que l'on n'a pas en Ukraine et que l'Ukraine découvre, en fin de compte. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les 2 reportages que vous avez montrés sont très intéressants parce que la question que ça pose, c'est ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrière du pays tient, d'un point de vue du moral, ou est-ce que ça ne tient pas et ce n'est pas un épiphénomène, ce que vous nous montrez, c'est quelque chose qui est en train de devenir une vague. Si c'est en train de devenir une vague, Zelensky aura un problème. On a déjà eu des reportages, je me demande si c'est pas vous sur le terrain. Vous savez, ces soldats qui revenaient du front, parfois en permission, et qui n'avaient absolument pas la possibilité, psychologiquement, de se réadapter, parce que ce monde qui sortait, ce monde qui vivait, eh bien... ils n'arrivaient pas à le comprendre. Absolument, pas le temps déjà. Pour ceux qui repartent, c'est extrêmement difficile. Souvent, quand ils reviennent, ils continuent de penser à leurs camarades qui sont toujours sur le front. Et pour ceux qui reviennent... Puis les horreurs de la guerre. Absolument. Et pour ceux qui reviennent pour de bon, parce qu'ils ont été blessés, trop blessés pour repartir, voir la société continuer de vivre, de fonctionner, parce que c'est normal en fait, même dans un pays en guerre, la vie continue d'une certaine manière. Et aussi, il y a beaucoup de jeunes qui continuent de faire la fête et qui essaient de trouver une soupape comme ils peuvent. Et ça, auprès des soldats, ça passe pas. C'est très difficile à comprendre. Il y en a qui ne supportent pas d'aller dans des lieux de fête parce que ça leur est insupportable. Mais il y a une partie de la société ukrainienne qui ne veut pas sacrifier les jeunes générations. Volodymyr Zelensky a compris que ce n'était pas populaire et donc ça explique pourquoi il ne mobilise pas plus. Et attention, il y a aussi des militaires qui nous disent mais on ne veut pas de gens qui sont forcés de venir. Parce qu'en fait, ça va faire des jeunes qui ne sont pas prêts, qui vont se faire tuer facilement et qui vont peut-être nous mettre en danger. Mais dans tout pays en guerre, la mobilisation, le principe de mobilisation, voilà, parce que ce qui fonctionne dans une dictature, oui, allez, on assume le terme, comme en Russie, c'est-à-dire que vous payez des gens pour aller se faire tuer, mais surtout vous déportez parfois des gens pour aller se faire tuer. C'est vrai qu'en démocratie, on ne le fait pas, mais quand un pays, même démocratique, mobilise, il mobilise. Cet exemple, même si cette guerre a été détestée, rejetée, et surtout les combattants aux États-Unis, le Vietnam, voilà, ce que disent républicains et démocrates aujourd'hui, c'est que nous, à partir de 18 ans, on va envoyer des boys se faire tuer. Voilà, donc c'est une décision politique, mais est-ce qu'il ne faudra pas la prendre ? Après, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est envoyer des hommes sans armes, c'est compliqué, à quoi ça sert ? Je pense que l'Ukraine tient et il ne faut pas noircir les choses. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent, par exemple que les Ukrainiens sont envoyés au front sans être préparés. Vraiment, il y a une grosse machine de désinformation qui tourne. Après, les autorités ukrainiennes démentent. Ils essaient... Non mais ça, après, la propagande est dans tous les camps, mais il y a quand même une réalité. De patriotes. Moi, je suis allée à Lviv, d'accord, il y avait des hommes qui n'ont pas été encore conscrits, mais parce qu'il y en a qui étaient orphelins, ils étaient exemptés, mais ils étaient prêts à aller au front. J'ai mes connaissances, même journalistes ukrainiens, qui sont allés à l'armée. Il y a aussi ce côté patriotique. Non mais après, c'est humain. Je veux dire, je pense que personne, ici sur ce plateau, mais ailleurs, personne, si vous dites, tu veux aller
combattre sur le front et peut-être te faire tuer. Et puis je pense aux enfants qu'on peut avoir. Personne ne va dire non. Tout le monde va vouloir éviter. C'est un geste. Enfin, à part certains peut-être, mais... Après, il y a un argument aussi qui est mis en avant, c'est que les besoins sont tels dans l'armée ukrainienne que tout le monde n'est pas destiné à aller en première ligne. Il y a aussi des besoins sur d'autres... Bien évidemment. D'autres terrains, des fonctions support, la logistique. Et voilà, et c'est souvent ce que certains mettent en avant aussi, c'est venez, rejoignez-nous, parce qu'il n'y a pas que des postes en première ligne qu'il faut combler. On va rejoindre Jean-François Boutors. Bonjour, merci, c'est toujours un plaisir que de vous avoir, Jean-François. On va parler du réarmement. Côté Moscou et puis du partenaire indéfectible qu'est la Corée du Nord. Je sais que vous voulez intervenir. Juste, Michel Zelensky, je voudrais terminer. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure d'important. Vous avez dit, si jamais c'est ça, peut-être que Volodymyr Zelensky aura un problème. Oui, il aura un problème parce que tout simplement, une nation démocratique en guerre ne tient que lorsqu'elle a le soutien et l'aval de sa population. Si demain, la population ukrainienne, de façon massive, manifeste son désaccord avec la politique actuelle de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky aura un problème. Ce sera celui d'aller à une table de négociation sur laquelle il va tout perdre. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui explique les Américains aux Ukrainiens et au gouvernement ukrainien, c'est qu'il a la nécessité, l'absolue nécessité de mobiliser. Et l'autre problématique qu'ils ont, c'est comment mobiliser, former et délivrer sur le front. Ça, on l'a depuis 2 ans. Mais ce manque de volonté de la société ukrainienne est très paradoxal, parce qu'on se souvient des combats qu'il y a eu à Mariupol, etc., où les hommes tenaient jusqu'au bout. Oui, mais c'était les premiers. Oui, mais il y a c'est ce que disait Hélène, c'est-à-dire que... Oui, mais il y a encore ceux qui tiennent aujourd'hui sur le front. Et il y a une fracture, visiblement, mais certains, ça fait 2 ans qu'ils sont sur le front. Non, mais bien sûr. Et les anciens, les chefs, les officiers, ceux-là, où ils ont été blessés, où ils sont morts, et c'est pour ça que je vous disais, les reportages que vous diffusez aujourd'hui, soit c'est non représentatif de la réalité complète de ce qui se passe dans la société ukrainienne, et bon an, mal an, ça va continuer à tenir, soit c'est quelque chose qui est en train de monter, les Américains le voient, et donc mettent un impératif catégorique au gouvernement ukrainien en disant, si vous ne mobilisez pas aujourd'hui, toute l'aide qu'on apportera sera insuffisante, et on ne viendra pas se battre pour vous de toute manière. On apportera une logistique. Ça a toujours été dit. Biden le premier, on est d'accord. Ils se sont trompés dès le début. Les Américains, ils pensaient que l'Ukraine n'allait pas tenir. Donc il ne faut peut-être pas les prendre comme 100% de vérité. Je pense que si les États-Unis n'avaient pas cru quand même un minimum dans l'Ukraine, ils n'auraient pas déversé sur l'Ukraine des dizaines de milliards de dollars et de l'armement. Non, je parle du 24 février 2022, quand il pensait exfiltrer Zelensky. Ah oui, mais ça c'est quand Poutine pensait qu'il allait régler la guerre en 3 jours. 5, non, c'est ça? Pas clair. Est-ce que l'Ukraine a le choix? Poutine va accomplir 25 ans au pouvoir. C'est énorme. Alors le choix, c'est quoi? C'est de se rendre à Poutine. Et je pense qu'il y a peu d'Ukrainiens qui sont prêts. Cette manif, ça montre que l'Ukraine, c'est une démocratie. On est d'accord qu'en Russie, ça n'aurait pas été possible. Toutes les mères de soldats sont déclarées extrémistes. Et en Ukraine, il y a beaucoup de monde qui sont en désaccord. Ou alors infiltrés par Vladimir Poutine. Les deux. Bah oui, on sait que depuis une guerre, et ça lui a coûté cher d'ailleurs, ces mères et femmes de soldats, la plupart des organisations de mères et de femmes de soldats en Russie sont infiltrées par le Kremlin. Jean-François Boutors, on va parler du réarmement russe dans un instant, mais je sais que vous vouliez réagir sur ce thème. Oui, je trouve qu'il ne faut pas oublier une chose dans cette affaire. Et là, les Américains sont excusez-moi, mais un peu faux cul. Parce que la vraie raison, à mon avis, pour laquelle les gens hésitent à aller s'enrôler maintenant, c'est qu'ils ne sont pas sûrs qu'on leur donne les moyens de se défendre et de repousser les Russes. Depuis le début de la guerre, les Américains et les Européens sont en retard sur les nécessités d'aide. Et ça se paye très cher, ça se paye sur le dos des Ukrainiens. Et ils ne sont pas fous, les Ukrainiens. Ils ne sont pas prêts à accomplir la prophétie de Poutine qui dit que l'Amérique soutiendra l'Ukraine pour affaiblir la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Eh bien non, je pense que là, il y a une forme de raison. Moi, je ne pense pas que les gens soient démobilisés. Si Volodymyr Zelensky, dans son fameux plan de paix, dit qu'il ne voulait pas céder un pouce de terrain, c'est qu'il sent que dans la population, on ne veut pas céder un pouce de terrain. Mais on ne veut pas mourir pour les Américains. Pardonnez-moi, on ne veut pas mourir pour les Américains juste pour
juste pour épuiser la Russie. Oui, mais d'accord, mais Jean-François, si on ne combat pas et si on ne veut pas mourir, à un moment donné, comment défendre ses terres, sa terre par rapport aux Russes ? Les moyens de se défendre sérieusement. Mais qui ? Il faut qu'on leur donne les armes et les moyens de se défendre. Non mais Jean-François, on se connaît au moins depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on raconte la même chose. Vous allez écouter tout à l'heure notre ministre de la Défense. On prévoyait de donner 3 milliards, on va péniblement en donner 2. Oui. Donc voilà, non. Et les hangars sont vides, donc on ne donne pas assez, on ne donnera pas assez. Donc la responsabilité de cette situation, elle n'est pas d'abord aux Ukrainiens, elle est aux Occidentaux. On est tout à fait d'accord.